La femme enceinte de mon frère a dit devant toute la famille que si notre fille de 4 ans était morte, c'était à cause de notre mauvaise éducation. Alors j'ai pris mes enfants et je suis parti sans dire un mot. Cela fait maintenant 4 mois. Hier, son fils nous a fait passer une lettre par l'intermédiaire de la psychologue scolaire, nous suppliant de le laisser nous revoir. Ma femme et moi sommes mariés depuis 5 ans et nous avons toujours rêvé d'avoir une grande famille. En tant que chrétiens, nous avions décidé d'attendre le mariage avant de commencer à essayer d'avoir des enfants. 3 mois après la cérémonie, elle est tombée enceinte et nous avons eu notre premier garçon. 1 an plus tard, notre fille est née. Puis, encore 1 an après, notre deuxième fils est arrivé et enfin, 2 ans plus tard, notre seconde fille. Mais cette dernière grossesse était différente. Ma femme se plaignait constamment de douleurs dans le dos, de courbatures persistantes, d'un épuisement général. Lors de l'accouchement, les médecins ont découvert une tumeur dans son utérus et ont dû l'opérer en urgence. Heureusement, l'intervention s'est bien passée et ma femme s'en est sortie en bonne santé. Cependant, les médecins nous ont annoncé qu'il serait désormais impossible pour elle d'avoir d'autres enfants. Ce diagnostic l'a profondément affectée. Elle a sombré dans une dépression postpartum, convaincue de m'avoir déçu, de ne pas pouvoir me donner la grande famille dont nous avions toujours rêvé. J'ai essayé de la rassurer autant que je pouvais, en lui répétant que tout allait bien, que j'étais comblé. Mais malgré tous mes efforts, sa détresse a persisté encore plusieurs mois. Elle devait reprendre le travail après 3 mois de congé maternité, mais elle a finalement décidé de rester à la maison pendant 7 mois. À cette époque, j'ai ressenti le besoin de me rapprocher de mon frère, avec qui j'ai toujours eu une relation très forte. Il a toujours été pour moi un exemple, un grand frère protecteur. Malheureusement, sa femme ne semble pas nous apprécier, ni moi, ni ma femme. Elle nous compare sans cesse à eux, critiquant notamment notre aîné. Elle dit que sa vie n'est pas saine, qu'à son âge, il devrait s'amuser au lieu de passer son temps sur un échiquier comme un petit intello. Pourtant, notre fils adore les échecs, et il est ravi d'avoir atteint le niveau de maître national. Il a une vie tout à fait normale et équilibrée. Elle fait aussi régulièrement des remarques déplacées à propos de nos filles, mais mon épouse et moi avons appris à ne pas y prêter attention. Mon frère justifie souvent son comportement en disant que c'est à cause de la grossesse, qu'elle est plus sensible que d'habitude. Cela dit, il nous a beaucoup aidés à la maison à cette époque, ce qui a grandement allégé notre quotidien. J'aime ma femme plus que tout au monde. C'est une femme et une mère exceptionnelles. Mais il faut reconnaître qu'elle était parfois un peu distraite avec les enfants. Cela ne s'était jamais produit avec notre premier enfant, mais après la deuxième grossesse, avec toutes les émotions refoulées, elle semblait souvent ailleurs. Il lui arrivait d'oublier la cuisinière allumée, et je devais intervenir pour éviter un accident. Je n'ai jamais voulu lui en parler, car je savais qu'elle traversait une période difficile, et je ne voulais pas ajouter à son fardeau. Et puis, le drame est arrivé. Un jour, alors que j'étais au travail, elle a emmené les enfants au parc. Notre fille a été percutée par une voiture. Elle a subi 6 heures de chirurgie d'urgence, mais n'a pas survécu. Ma femme ne se souvient pas clairement des circonstances de l'accident, et je n'ai pas envie d'en parler ici. C'est de loin l'événement le plus douloureux de toute ma vie. Nous vivons avec ce traumatisme depuis 4 mois, et même si la douleur est toujours présente, nous devons rester forts pour nos autres enfants. C'est à peu près à cette époque que la femme de mon frère a organisé une fête autour de la piscine, à laquelle toute la famille était conviée. Mon épouse et moi avons pensé que ce serait une bonne occasion pour les enfants de retrouver leurs cousins et de se changer un peu les idées. Toute la famille était là et s'est montrée très bienveillante avec nous. Tout le monde nous a présenté ses condoléances avec beaucoup de respect. Tout le monde, sauf la femme de mon frère. D'après lui, c'était encore dû à ses hormones de grossesse qu'elle était émotionnellement instable. Mais ma femme, elle, n'a jamais agi de cette façon, même enceinte. Malgré tout, nous avons essayé de profiter du moment, et les enfants s'amusaient beaucoup dans la piscine gigantesque de mon frère, jusqu'à ce qu'ils commencent à nous faire des blagues. Les enfants m'ont poussé dans la piscine alors que je me tenais au bord. J'ai trouvé ça drôle au début. Mais ensuite, ils ont commencé à aller trop loin et ont abîmé notre toute nouvelle Tesla. Nous avons expliqué calmement à tous les enfants, y compris mes neveux, pourquoi ce genre de farce n'était pas acceptable. En pleine explication, la femme de mon frère est intervenue en criant sur moi et ma femme. Elle a déclaré que nous n'avions pas à faire la leçon à ses enfants et que c'était sûrement la faute des nôtres, de toute façon. Ma femme ne s'est pas laissée faire et a expliqué que ce sont bien les enfants qui avaient causé les dégâts. Les tensions ont monté et bientôt d'autres membres de la famille sont venus voir ce qui se passait. C'est là que la femme de mon frère a lancé cette phrase ignoble. « C'est peut-être pour ça que votre fille est morte. » Ma femme a éclaté en sanglots et s'est enfuie. Quant à moi, je suis resté là, choqué, exigeant des explications. Et ce qui s'est passé ensuite a été encore plus surréaliste. Sarah n'a jamais dit la moindre méchanceté sur l'enfant décédé de quelqu'un. Parce que Sarah n'a jamais eu à être réprimandée. Des petits anges parfaits, lança Mélissa d'un ton sec. Peut-être que si vous n'étiez pas aussi occupé à vouloir décrocher le trophée de « parent de l'année », vous auriez vu venir les choses. « Mélissa » avertit Derek. Mais elle continua. « Quoi ? Je dis juste tout haut ce que tout le monde pense. Ils se comportent comme si leurs enfants étaient exceptionnels. Champion d'échecs par-ci, mention honorifique par-là. Et voilà où les a menés ce parenting à outrance.
J'ai foncé vers elle, mais 3 paires de bras m'ont retenu. Mon cousin Jake, mon oncle Jim et même mon petit frère Tom se sont interposés entre nous. « Laisse tomber, mec », murmura Jake. « Pense à Sarah. » Sarah. Je me suis retourné brusquement, cherchant ma femme du regard. La porte-fenêtre était grande ouverte, les rideaux encore en mouvement. Elle avait tout entendu. « Je dois aller la voir », dis-je en me dégageant de leur étreinte. « Axel, attends !» appela Derek. « On peut arranger ça. C'est la famille. » Je me suis arrêté devant la porte. La famille ne fait pas ça, Derek. À l'intérieur, j'ai trouvé Sarah dans la salle de bain, assise sur la cuvette fermée, le visage enfoui dans les mains. Ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. Je me suis agenouillé devant elle, lui prenant doucement les mains. « Hé !» chuchotai-je. « Je suis là. » Elle a dit que c'était de notre faute, murmura Sarah, à peine audible. Que si Emma est morte, c'est à cause de nous. Elle a tort. Tu le sais, qu'elle a tort. Et si... Non, je pris son visage entre mes mains. Pas de « et si ». Ce qui est arrivé à Emma était un accident. Un accident horrible, terrible. Ce n'est pas ta faute. Jamais ta faute. Un coup frappé à la porte nous interrompit. Sarah, Axel, c'était Kate, la sœur cadette de Derek. « Je peux entrer ?» Sarah hocha la tête et j'ouvris la porte. Kate entra rapidement et referma derrière elle. « Je suis tellement désolée, » dit-elle d'emblée. « Ce que Melissa a dit est impardonnable. Alors pourquoi tout le monde lui pardonne ?» demandai-je. Kate soupira. « Parce qu'ils ont peur. Parce que c'est plus facile de vous pousser à passer l'éponge que de la confronter. Elle est enceinte, » dit Sarah d'un ton vide. « Apparemment, ça excuse tout. »« Non, » répondit Kate fermement. « Et ce n'est pas la première fois. » Sarah et moi la regardâmes, surpris. Kate mordilla sa lèvre. « Vous vous souvenez de notre cousine Marie, celle qui a perdu son bébé, mort-né, au réveillon de Noël cette année-là ? Melissa avait dit que c'était peut-être la nature qui faisait son œuvre, parce que Marie avait passé la quarantaine. Mon estomac se noua, je n'étais pas au courant. Marie n'était jamais revenue à une seule réunion de famille depuis. Elle avait coupé les ponts avec tous ceux qui avaient été là ce soir-là sans la défendre. « Pourquoi personne ne nous a rien dit ?» demanda Sarah. « Parce que Derek trouve toujours des excuses. Parce que maman pense que maintenir l'unité familiale est plus important que tout. Parce que tout le monde préfère fermer les yeux sur une personne toxique plutôt que risquer un drame au dîner du dimanche. » Nouveau coup à la porte. « Axel ? Sarah ? C'était encore ma mère. Tout le monde s'inquiète. On peut parler ?» Je regardais Sarah. Son visage s'était transformé en quelque chose que je ne lui connaissais pas. Elle se leva, essuya ses larmes. « Oui, dit-elle. Parlons. » Nous sommes sortis de la salle de bain pour trouver la majorité de la famille entassée dans le salon de Derek. Melissa trônait au centre du canapé, le bras de Derek autour d'elle, jouant parfaitement le rôle de la pauvre femme enceinte blessée. Les enfants avaient été envoyés ailleurs, probablement dans la salle de jeu. « Sarah, ma chérie, » commença ma mère. « On comprend que tu passes une période difficile. » Stop. Sarah leva la main. « Arrêtez. Vous comprenez ? Vraiment ? Silence. Lequel d'entre vous a déjà enterré un enfant ? » Sa voix tremblait de colère. « Lequel d'entre vous a dû choisir un cercueil assez petit pour une fillette de 4 ans ? Lequel d'entre vous a dû expliquer à ses autres enfants pourquoi leur sœur ne rentrerait jamais à la maison ? Sarah, tenta tante Linda. On ne dit pas qu'on comprend tout. Vous ne dites rien du tout !» La voix de Sarah monta. « Aucun d'entre vous n'a dit un mot quand elle a utilisé la mort de ma fille comme argument dans une dispute à propos d'une portière rayée. Vous êtes restés là, passifs. Et maintenant, vous me demandez d'être l'adulte responsable et de tout laisser passer pour le bien de la famille. Parfois, il faut savoir pardonner à la famille, dit mon oncle Jim. » Sarah rit, un rire froid et brisé. « Une vraie famille ne laisse pas quelqu'un se servir de la mort de votre enfant comme une arme. Une vraie famille ne justifie pas la cruauté. Une vraie famille ne préfère pas son confort personnel à la compassion. Tu fais une montagne de pas grand-chose, marmonna Melissa depuis le canapé. Sarah se tourna lentement vers elle. « Répète ça. J'ai dit que tu exagérais. Je suis désolée si ce que j'ai dit t'a blessé. Si ça m'a blessé. » Sarah fit un pas en avant. « Tu m'as dit que ma fille était morte à cause de mon éducation. Tu as utilisé la pire douleur de toute ma vie comme arme parce que tu étais en colère qu'on ait osé reprendre tes enfants. »« Je suis enceinte, » répondit Melissa, comme si cela justifiait tout. « J'ai été enceinte 4 fois, » rétorqua Sarah. « Jamais les hormones ne m'ont rendue cruelle. Jamais porter la vie ne m'a rendue insensible à la mort. Chaque grossesse est différente, » intervint Derek. « Melissa traverse une période difficile. Stop, dis-je à mon tour. Arrêtez avec les excuses. Arrêtez de l'excuser. Arrêtez de choisir son bien-être au détriment de notre douleur. Je ne choisis personne, » protesta Derek. « Je dis juste qu'on peut surmonter ça. On est une famille. »« Non, » dit Sarah d'une voix calme. « On ne l'est plus. » La pièce explosa. Tout le monde parlait en même temps, essayant de nous convaincre qu'on exagérait, qu'on était trop sensible, qu'on allait détruire la famille. Et au milieu de tout ça, Melissa restait tranquillement assise sur le canapé, avec un petit sourire satisfait. « Ça suffit. » Le cri de Sarah coupa net toutes les voix. « Vous voulez savoir ce qui détruit une famille ? C'est rester silencieux pendant qu'on attaque des parents endeuillés.
C'est trouver des excuses à la cruauté. C'est préférer maintenir la paix plutôt que défendre ceux qui souffrent. Elle balaya la pièce du regard. Il y a 4 mois, j'ai perdu ma fille. Et depuis, chaque jour, je me réveille dans un monde où son rire n'existe plus, où ses petites mains ne tiennent plus les miennes. Et j'ai tenu bon, parce que je croyais que ma famille comprendrait cette douleur, respecterait ce deuil sacré. Sa voix se brisa. Mais aujourd'hui, vous m'avez montré que le confort de Mélissa compte plus que la mémoire d'Emma, que fuir le conflit vaut mieux que défendre ce qui est juste. Sarah, s'il te plaît, tenta une nouvelle fois ma mère. Pense aux cousins. Les enfants ne devraient pas souffrir parce que les adultes ne s'entendent pas. Les enfants? Les yeux de Sarah lancèrent des éclairs. Vous vous souciez des enfants? Où était cette inquiétude quand Mélissa a dit ce qu'elle a dit devant eux? Quel message vous envoyez quand vous excusez la cruauté sous prétexte qu'elle vient d'une femme enceinte? Personne ne répondit. Sarah s'approcha de nos enfants, qui s'étaient glissés près de la porte pour comprendre ce qui se passait. Elle se mit à leur hauteur. « Prenez vos affaires, dit-elle doucement. On rentre à la maison. Mais maman, protesta notre aîné, on s'amusait bien. Je sais, mon cœur. Mais parfois, il faut quitter des endroits qui ne sont pas bons pour nous, même quand c'est difficile. » Pendant que nous rassemblions nos affaires, la famille poursuivait son chœur de protestation. Derek nous suivit jusqu'à la porte. « Axel, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Elle ne le pensait pas. Tu sais qu'elle ne le pensait pas. Je me suis retourné vers mon frère. C'est bien ça le problème, Derek. Je crois qu'elle le pensait, justement. Et je crois que toi aussi, tu le sais. Mais tu préfères qu'on ravale notre douleur plutôt que d'affronter la cruauté de ta femme. Ce n'est pas juste. Juste! J'ai éclaté d'un rire amer. C'était juste quand elle s'est servie de la mort de notre fille pour nous attaquer. C'était juste quand chaque personne dans cette pièce a choisi de la protéger, elle, plutôt que nous. On ne choisit pas de camp. Bien sûr que si. Vous avez choisi. Et vous l'avez choisi, elle. Nous avons installé les enfants dans la voiture. Au moment où je démarrais le moteur, mon téléphone se mit à vibrer. Celui de Sarah aussi. Des messages de membres de la famille, cherchant à nous faire culpabiliser, à nous convaincre de revenir, de présenter des excuses, de tourner la page pour préserver la paix familiale. Sarah éteignit son téléphone et regarda par la fenêtre. « Ils ne comprendront jamais, n'est-ce pas ?»« Non, répondis-je. Ils ne comprendront pas. Je ne peux pas y retourner, chuchota-t-elle. Je ne peux pas m'asseoir en face d'elle au dîner de Noël et faire comme si elle n'avait rien dit. Je ne peux pas faire semblant de trouver ça normal, alors qu'ils ont préféré la protéger, elle, plutôt que nous. Alors on n'y retournera pas, dis-je simplement. On créera nos propres fêtes, nos propres traditions, avec des gens qui nous aiment vraiment. Sarah attrapa ma main. Je suis désolé, c'est ta famille. Ce n'est plus ma famille, l'interrompis-je. La famille ne fait pas ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Alors que nous nous éloignions en voiture, je vis Derek encore planté dans l'embrasure de la porte, Mélissa à ses côtés, sa main posée sur son ventre arrondi et ce même sourire satisfait sur le visage. Le reste de la famille était probablement déjà passé à autre chose, persuadé que nous finirions par nous calmer, que nous reviendrions, que la famille comptait plus que les principes. Ils se trompaient. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Sarah et moi nous sommes installés sur la terrasse derrière la maison. Celle-là même où Emma jouait à la dinette, nous servant des biscuits imaginaires et inventant des histoires folles à propos de ses peluches. « Elle me manque tellement, » dit Sarah. « Je sais, elle me manque aussi. Et maintenant, on a aussi perdu les autres, ta famille. Je l'ai attirée contre moi. On n'a rien perdu qui méritait d'être gardé. Toute personne capable de rester silencieuse pendant que tu te faisais attaquer comme ça, toute personne capable de trouver des excuses à une telle méchanceté, n'est pas une famille. Ce sont juste des gens avec qui on partage de l'ADN. Ta mère va sûrement appeler demain pour essayer d'arranger les choses, probablement. Et tu diras quoi? J'ai réfléchi un instant, que Mélissa a franchi une ligne qu'on ne peut plus effacer. Qu'ils ont eu le choix entre protéger des parents en deuil ou couvrir une personne cruelle. Et qu'ils ont fait le mauvais choix, qu'on ne s'exposera plus, ni nous ni les enfants, à ce genre de toxicité. Plus jamais. Sarah hocha la tête contre ma poitrine. Ils diront qu'on détruit la famille. La famille s'est détruite elle-même en choisissant le confort plutôt que la compassion. Nous restâmes silencieux, écoutant les bruits de la nuit. Au loin, un enfant riait, et nous nous sommes tous deux crispés. Chaque rire d'enfant sonnait comme celui d'Emma, désormais. Chaque petite fille aux boucles brunes nous arrachait le cœur. Je repense à ce que Kate a dit, murmura Sarah, à propos de Marie. Qui a coupé les ponts après que personne ne l'a défendu? Oui, avant je trouvais ça exagéré. Maintenant je comprends. Comment peut-on s'asseoir à côté de gens qui nous ont vus nous faire attaquer et n'ont rien fait? Qui ont trouvé des excuses à celle qui nous a blessés? Qui nous ont rendus responsables de ne pas accepter l'agression? On ne peut pas, répondis-je simplement. Mon téléphone vibra encore. Un message de ma mère cette fois. S'il te plaît, ne laisse pas ça détruire notre famille. Pense à ce que voudrait Emma. Je le montrai à Sarah. Son visage se durcit. Elle n'a pas osé invoquer Emma pour nous manipuler. Elle l'a fait. Sarah prit mon téléphone et tapa rapidement un message. Emma voudrait qu'on respecte sa mémoire. Emma voudrait que ses parents soient protégés. Emma voudrait qu'on tienne tête aux personnes cruelles, pas qu'on les soutienne. Ne t'avise plus jamais d'utiliser le nom de ma fille pour nous culpabiliser et nous faire accepter l'inacceptable. Elle appuya sur « Envoyer » avant que je ne puisse l'arrêter. Pas que j'en ai eu envie. J'en ai fini, dit-elle.
Fini de faire semblant. Fini de ravaler ma douleur pour ne pas déranger. Fini de croire que famille veut dire tout accepter juste parce qu'on a des liens de sang. Parfait, dis-je, parce que moi aussi. Le lendemain matin arriva avec une avalanche d'appels. J'avais mis mon téléphone en mode silencieux, mais l'écran s'allumait sans cesse, affichant les noms de personnes en qui j'avais autrefois eu confiance. Papa, tante Linda, oncle Jim, même des cousins absents à la fête se mêlaient à l'histoire, après avoir entendu une version des faits qui, sans surprise, nous faisait passer pour les méchants. Sarah était assise à la table de la cuisine, remuant machinalement son café pendant que les enfants prenaient leur petit déjeuner. Notre fils aîné nous observait tour à tour, sentant bien que quelque chose avait changé, sans vraiment comprendre quoi. « Est-ce qu'on va voir tonton Derek aujourd'hui ?» demanda-t-il innocemment. La main de Sarah s'arrêta. Je posai doucement ma tasse. « Pas aujourd'hui, mon grand. Aujourd'hui, on va passer une journée en famille. Juste nous. Mais on devait s'entraîner aux échecs avec cousin Tyler ce week-end. » Cette simple remarque me fit l'effet d'un poignard. Tyler, le fils aîné de Derek, avait noué une vraie complicité avec notre fils autour des échecs. Deux enfants qui ne se souciaient pas des querelles d'adultes. « On trouvera autre chose à faire », dit Sarah avec douceur. Parfois, les plans changent. Notre fille, la plus jeune, leva les yeux de son bol de céréales. C'est à cause de ce qui s'est passé à la piscine. Quand tout le monde criait, les enfants remarquent tout. On avait tenté de les protéger, mais ils avaient compris bien plus qu'on ne le pensait. Parfois, les adultes ne sont pas d'accord sur des choses importantes, expliquai-je avec soin. Et parfois, on a besoin de prendre un peu de distance pour y voir plus clair. Comme quand moi et Jamie on se dispute et que maman nous envoie dans des pièces différentes, demanda-t-elle. Exactement, ma chérie. Mon téléphone vibra encore. Cette fois, c'était Derek. Axel, faut qu'on parle. Entre hommes, les femmes à l'écart. Je peux passer cet après-midi. Je montrai le message à Sarah. Elle le lut et secoua la tête. Sans les femmes, répéta-t-elle. Parce que, bien sûr, c'est moi le problème ici. Tu n'as jamais été le problème. Jamais. Je le sais. Mais eux, non. Je tapais une réponse. Il n'y a rien à discuter. Ta femme a franchi une ligne. Tu l'as défendue. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Il répondit aussitôt. Tu fais preuve d'entêtement. Elle est enceinte et à fleur de peau. On ne peut pas balayer toute une famille pour une seule remarque dite sous le coup de la colère. Une seule remarque. Comme si ces mots n'avaient pas été soigneusement choisis. Comme si cette cruauté n'avait pas été intentionnelle. Bloque-le, dit Sarah doucement. S'il te plaît, je ne peux pas continuer à te voir subir ça. Ça me détruit. J'ai bloqué le numéro de Derek. Puis, un par un, ceux de tous les autres qui avaient assisté à la scène et étaient de rester muets. Ma mère fut la plus difficile. Son nom resta là, figé sur mon écran, avec des décennies de souvenirs accrochés à ces 3 lettres. Mais elle avait fait son choix, la veille. Elle avait choisi la facilité au lieu de la justice. Les enfants terminèrent leur petit déjeuner et se dispersèrent vers leurs occupations habituelles du samedi matin. Notre fils vers son ordinateur d'échecs, notre plus jeune fille vers ses crayons et ses dessins, notre fils du milieu vers ses livres. La maison semblait étrangement silencieuse, sans les réunions familiales habituelles, sans les après-midi avec les cousins, sans les dîners du dimanche. « Qu'est-ce qu'on dira aux gens ?» demanda Sarah. « À nos amis, aux enfants, aux professeurs, quand ils demanderont pourquoi les cousins ne viennent plus les chercher ? La vérité, qu'on a décidé de prendre nos distances avec des membres de la famille qui ne nous respectent pas. Ils vont penser qu'on exagère, qu'on fait partie de ces gens qui coupent les ponts pour des broutilles, qu'ils le pensent. » Je lui pris la main à travers la table. Nous, on connaît la vérité. Utiliser notre fille décédée comme une arme, ce n'est pas une broutille. Rester silencieux pendant que ça se passe, ce n'est pas une dispute. C'est une trahison. Le téléphone de Sarah sonna. Sa mère, cette fois. Elle avait assisté à la fête, mais était partie avant la confrontation. Sarah fixa l'écran, puis décrocha. « Salut, maman !» J'entendais la voix de sa mère, inquiète mais mesurée. Le visage de Sarah passait par toutes les émotions au fil de la conversation. « Oui, j'ai entendu ce qui s'est passé. Non, maman. » Sa voix se durcit. « Notre fille est morte à cause de notre façon d'éduquer. Je me moque qu'elle soit enceinte. Maman, arrête. Si tu m'appelles pour me dire de pardonner et d'oublier, tu peux t'économiser. Ce que Mélissa a dit est impardonnable. Et le fait que la famille d'Axel l'ait défendu m'en dit long sur leur valeur. » Pause. La voix de sa mère monta d'un ton. « Alors ils ont tort, » répondit Sarah d'une voix glaciale. « Ce n'est pas moi qui détruis la famille. La famille s'est détruite toute seule, en choisissant de protéger celle qui fait du mal, au lieu de ceux qui en souffrent. » Pause plus longue. « Je dois raccrocher, » dit Sarah. « Je t'aime, mais je ne discuterai plus de ça. Soit tu nous soutiens, soit tu ne le fais pas. Mais je ne me laisserai pas convaincre que se protéger, c'est une erreur. » Elle raccrocha et posa le téléphone d'une main tremblante. « Et elle pense qu'on devrait se réconcilier pour le bien des enfants. Tout le monde se soucie beaucoup des enfants, quand ça les arrange, » dis-je amèrement. Et où était cette préoccupation quand Mélissa a attaqué la mémoire de leur sœur décédée ? Le week-end passa dans une sorte de bulle étrange. Pas de message de la famille au sujet du dîner du dimanche. Aucun cousin ne passa à l'improviste. Pas de Derek avec sa boîte à outils pour nous aider dans la maison. L'absence était à la fois un soulagement et un poids. Le lundi apporta de nouveaux défis. En arrivant au travail, je remarquai plusieurs collègues me jeter des regards curieux. Les nouvelles allaient vite dans notre monde connecté. Derek et moi travaillions dans le même secteur, même si dans des entreprises différentes. Nous avions des contacts professionnels en commun. Mon collègue Benjamin m'aborda à l'heure du déjeuner. « Salut mec, j'ai entendu dire qu'il y avait eu du grabuge en famille ce week-end. Ça va ?» Je me tendis. « Qu'est-ce que tu as entendu ?»
Juste qu'il y a eu une grosse dispute chez Derek, que toi et Sarah êtes partis furieux et que vous refusez de parler à quiconque. Le récit était déjà en train d'être façonné. Nous étions les dramatiques, ceux qui avaient claqué la porte, pas les parents en deuil qui s'étaient fait attaquer. Il y a effectivement eu un incident, dis-je prudemment. Quelqu'un a dit quelque chose de très blessant à propos de notre fille décédée. On a jugé préférable de partir. Le visage de Benjamin changea aussitôt. Oh, mince! Je ne savais pas que c'était lié à ça. J'avais juste entendu que vous aviez surréagi à propos d'une histoire d'hormones de grossesse. C'est ce que Derek raconte? Il parut mal à l'aise. Enfin, je l'ai entendu de manière indirecte. Tu sais comment ça va, ce genre de truc? Mais je savais, moi. Derek contrôlait déjà le récit. Minimiser ce qui s'était passé. Faire de nous les méchants dans une histoire où nous étions les blessés. Ce soir-là, Sarah m'attendait à la porte, les yeux rouges. L'école a appelé. Mélissa s'est présentée à la sortie pour récupérer nos enfants. Elle a prétendu qu'il y avait eu un malentendu sur le covoiturage. Le sang se glaça dans mes veines. Qu'est-ce que l'école a fait? Elle a suivi le protocole. Mélissa n'était pas sur la liste de retrait, donc ils ne lui ont pas confié les enfants. Mais elle a fait tout un scandale. Elle a dit au personnel que nous avions des problèmes familiaux et qu'on empêchait les enfants de voir leurs cousins par pure mesquinerie. C'est de l'escalade, dis-je. Elle essaie d'imposer un contact en passant par les enfants. La directrice voulait nous voir le lendemain pour éclaircir la situation. Ce soir-là, nous avons rédigé des mails pour documenter chaque événement. Madame Catherine, la directrice, se montra compréhensive quand nous lui expliquâmes la situation en termes généraux. Nous ne sommes pas entrés dans les détails des paroles de Mélissa. Cette douleur était trop intime pour être exposée à des inconnus. Mais nous avons précisé que certains membres de la famille ne devaient plus avoir accès à nos enfants. Je comprends que les dynamiques familiales peuvent être complexes, dit prudemment Madame Catherine. Nous allons nous assurer que tout le personnel connaît la liste mise à jour. Le mardi soir, la sonnette retentit à 21h. Par le Judas, je vis ma mère sur le perron, tenant un plat de gratin, l'offrande universelle de paix dans les familles du Sud. Sarah me regarda. C'est toi qui vois. J'ouvris la porte, mais sans l'inviter à entrer. Axel, commença-t-elle déjà émue. Ça a assez duré. J'ai apporté ton préféré. Maman, arrête. Je levai la main. Un gratin ne réparera rien. Je n'essaie pas de tout réparer avec de la nourriture. J'essaie juste de parler à mon fils. On a déjà parlé samedi. Tu as été clair en défendant Mélissa. Je ne la défendais pas. J'essayais de maintenir la paix en nous sacrifiant. Les mots sortirent plus durs que prévu. Tu voulais maintenir la paix en nous demandant d'accepter qu'on utilise la mort d'Emma contre nous. Le visage de ma mère se décomposa. Ce n'est pas « jamais je ne ferai », mais tu l'as fait. Tu es resté là, sans rien dire, pendant que Mélissa disait que notre fille était morte à cause de notre façon de l'éduquer. Et ta réponse a été de rappeler qu'elle était enceinte, comme si ça excusait tout. Elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle disait. « Arrête de dire ça !» Les mots éclatèrent. « Arrête de nous expliquer ce qu'elle pensait. On l'a entendu. On a senti l'intention. Et tu es encore là, des jours plus tard, à essayer de nous convaincre qu'on a mal compris. » Ma mère serra le plat contre elle. « Je veux juste que ma famille reste unie. Notre famille n'a jamais été unie, maman. » Elle tenait grâce à des gens comme Sarah et moi qui ravalèrent leurs blessures pour ne pas faire de vagues. Grâce à des gens comme Cousine Marie qui ont disparu plutôt que de déranger. Grâce aux victimes qui se taisaient pour que les autres puissent rester à l'aise. Mélissa n'est pas une personne toxique. Elle a utilisé la mort de notre enfant comme une arme. Comment t'appelles-tu ça, toi? Le silence s'installa. Au loin, un chien aboya. Les bruits ordinaires du quartier paraissaient irréels dans ce moment figé. J'aurais dû dire quelque chose, murmura enfin ma mère. Quand elle l'a dit, j'aurais dû lui dire que c'était mal. Oui, tu aurais dû, mais je ne peux pas revenir en arrière. Tout ce que je peux faire, c'est essayer d'arranger les choses. Il n'y a rien à arranger, maman. Le mal est fait, la confiance est rompue. Et honnêtement, je crois qu'elle n'a jamais vraiment existé. Cette histoire n'a fait que révéler ce qui a toujours été là, qu'il vaut mieux préserver les apparences que protéger les plus fragiles. Elle se mit à pleurer, cette fois pour de vrai. Pas des larmes de manipulation, de vraies larmes. Je ne veux pas vous perdre, ni toi, ni Sarah, ni mes petits-enfants. Tu ne nous perds pas, tu subis les conséquences de tes choix. C'est différent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on existera toujours. Nous resterons ton fils et ta belle-fille. Mais nous ne ferons pas semblant que samedi n'a pas eu lieu. Nous ne nous assiérons pas à table avec Mélissa. Nous n'exposerons pas nos enfants à des gens qui pensent que la mort de leur sœur peut être utilisée comme sujet de moquerie ou de reproche. Alors quoi? Vous n'irez plus jamais à une réunion de famille? Vous ne laisserez plus les cousins jouer ensemble? Les cousins peuvent se voir quand leur mère n'est pas là. Derek peut les amener ici ou on peut se retrouver ailleurs, dans un endroit neutre. Mais Mélissa n'est plus la bienvenue dans nos vies. Et ceux qui continuent à lui chercher des excuses non plus. Ma mère essuya ses larmes. Et si je n'arrive pas à l'accepter, alors tu l'as choisi, encore une fois, à notre détriment. Elle laissa le gratin sur le perron. Je l'ai rentré après son départ. Sarah et moi sommes restés debout dans la cuisine à le regarder, comme si ça allait exploser. Ta mère fait un bon gratin, dit Sarah enfin. C'est vrai, mais ça ne fait pas d'elle une bonne personne. Non, pas du tout. Nous l'avons jeté. Le garder aurait été comme accepter un pot de vin. Le mercredi, un nouvel élément apparut. Kate appela Sarah pendant que j'étais au travail. En haut-parleur, le soir, elle dit « Je voulais que vous sachiez que j'ai dit à maman et à Derek ce que je pensais d'eux, que ce sont des lâches, qu'ils soutiennent Mélissa uniquement parce que c'est plus facile que de lui tenir tête.
Et comment ça s'est passé ? Demanda Sarah. Comme on pouvait s'y attendre. Derek m'a accusé d'essayer de détruire son mariage. Maman a pleuré, m'a dit que je créais des divisions, les mêmes vieilles manipulations habituelles. Je suis désolée que tu subisses les conséquences, dis-je. Ne le sois pas, il fallait que quelqu'un le dise. Je suis juste désolée de ne pas l'avoir fait plus tôt. Peut-être que si j'avais pris la parole à l'époque pour Marie, on ne peut pas changer le passé, répondit doucement Sarah. On peut seulement faire mieux à l'avenir. C'est justement pour ça que je vous appelle. Thanksgiving approche. Je n'irai pas chez maman si Mélissa y est. Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose ensemble, vous, moi, et d'autres membres de la famille qui ne veulent plus de ce climat. Des réfugiés familiaux, dis-je avec un sourire triste. C'était juste. Ce serait avec plaisir, dit Sarah après avoir raccroché. Nous sommes restés un moment à contempler cette réalité étrange. Nous ne réparions rien. Nous ne retournions pas dans une dynamique toxique. Nous reconstruisions quelque chose de nouveau, de plus sain. Le jeudi, c'était le tournoi d'échecs de notre fils. On avait hésité à l'y amener, sachant que Derek et sa famille assistaient souvent à ces événements. Mais y renoncer aurait été laisser la méchanceté de Mélissa nous priver d'encore plus de choses. S'ils sont là, on reste concentré sur notre fils, dit Sarah en se garant. Ils n'existent pas pour nous. Et bien sûr, ils étaient là. Derek nous repéra tout de suite et s'avança, mais je lui tournai le dos et guidai ma famille vers la table d'inscription. Je sentais sa présence derrière nous, insistante, mais je ne réagis pas. « Axel, dit-il finalement, c'est ridicule, on est frères. » Je continuais à remplir les formulaires. « Tu ne peux pas faire comme si je n'existais pas. »« Regarde-moi faire !» répondis-je sans me retourner. « Les enfants sont perdus. Tyler ne comprend pas pourquoi son cousin ne lui parle plus. Ça a failli me briser. Les enfants étaient innocents dans tout ça, mais je ne pouvais pas le laisser les utiliser pour manipuler. Explique à Tyler que sa mère a dit quelque chose d'impardonnable sur sa cousine décédée, que les choix ont des conséquences. Ce sera peut-être une bonne leçon de vie pour lui. Tu punis des enfants pour des problèmes d'adultes. » Je me retournai enfin. « Non, Derek. Toi, tu te sers des enfants pour éviter d'assumer les conséquences de tes choix d'adulte. Ce n'est pas pareil. » Mélissa était assise de l'autre côté de la salle, son ventre encore plus visible maintenant. Elle croisa mon regard et osa me faire un signe de la main, comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'avait pas transformé notre plus grande douleur en arme. La main de Sarah trouva la mienne. « Ne la laisse pas gâcher cette journée à notre fils. » Elle avait raison. Nous nous sommes installés loin d'eux et nous sommes concentrés sur notre garçon. Il joua brillamment, comme toujours lorsqu'il était serein. Les échecs étaient sa passion, son refuge. Mélissa avait dit que c'était malsain, mais en le regardant calculer, anticiper, exécuter des stratégies complexes avec précision, en voyant son sourire fier, je voyais un enfant épanoui, dans son élément. Il gagna dans sa catégorie. Alors que nous fêtions sa victoire, je remarquai que Derek et sa famille étaient déjà partis. Le vendredi après-midi, un allié inattendu fit surface. Mon père m'appela. Mes parents étaient divorcés depuis des années, et mon père vivait à plusieurs états de là. Il avait toujours été distant des drames familiaux, ce que je lui avais longtemps reproché. Mais aujourd'hui, j'en étais presque reconnaissant. J'ai entendu dire qu'il y avait eu du remue-ménage dans la famille, dit-il, toujours aussi sobre. Je lui racontai la version résumée. Lorsqu'il m'écouta jusqu'au bout, il souffla « Seigneur, elle a vraiment dit ça à propos d'Emma ? Oui, et maman l'a défendu. Tout le monde l'a défendu. Où sais-tu ? Ce qui revient au même. » Il resta silencieux un moment. « Tu sais, ça me rappelle pourquoi ta mère et moi avons vraiment divorcé. » « Comment ça ? Officiellement, on disait qu'on s'était éloignés. Mais la vérité, c'est que je n'en pouvais plus de son obsession à préserver la paix, à tout prix. Même quand le prix, c'était la vérité. Même quand c'était la justice. Même quand c'était de protéger ceux qui en avaient besoin. Je ne savais pas. Tu étais petit. On a fait semblant pour vous. Mais il y a eu un incident avec sa sœur, ta tante Linda. Elle a été odieuse avec une serveuse. Elle l'a fait pleurer. Et quand je l'ai reprise, ta mère a pris sa défense. Elle a dit que Linda avait des problèmes au travail, que je devais passer l'éponge. Ça me dit quelque chose ? C'était récurrent. Chaque fois qu'un membre de sa famille faisait une bêtise, il y avait une excuse, une raison de détourner le regard, une prière pour garder la paix. C'est pour ça que tu es parti si loin ? En partie. La distance aide. Je ne pouvais pas les changer, mais je pouvais choisir de ne plus m'exposer à ça. Tu regrettes d'avoir perdu les liens familiaux ? Fiston, j'ai gagné bien plus que j'ai perdu. J'ai gagné en intégrité, en estime de moi. J'ai gagné la capacité de me regarder dans un miroir sans détourner les yeux. Et j'ai gagné la certitude que mes enfants verraient au moins un parent défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Après avoir raccroché, je suis resté là, pensif. Mon père, que j'avais toujours perçu comme distant, avait en réalité protégé sa paix. Il avait choisi les principes plutôt que la proximité, les valeurs plutôt que les apparences. Ce week-end-là, Sarah et moi avons emmené les enfants dans un nouveau parc. Pas celui où Emma avait eu son accident. On n'y retournerait jamais, mais un autre, à l'autre bout de la ville. Pendant qu'ils jouaient, nous avons parlé d'avenir. Les fêtes vont être difficiles, dit Sarah. Thanksgiving, Noël, toutes ces traditions. On en créera de nouvelles. Ce n'est pas que ça. Il y aura les questions. Des enfants, des amis, des parents. Tout le monde va demander pourquoi on ne fait plus les grandes réunions de famille. On leur dira la vérité, qu'on protège notre famille d'un environnement toxique.
Les gens n'aiment pas cette réponse. Ils préfèrent le joli mensonge, celui où on dit juste qu'on fait quelque chose de plus intime cette année. Alors ils seront mal à l'aise. On en a fini de mettre le confort des autres au-dessus de notre vérité. Notre fille accourut, essoufflée mais rayonnante. « Maman, papa, on peut prendre une glace ?»« Bien sûr, ma chérie. » En marchant vers le glacier, notre fils se plaça à mes côtés. « Papa, est-ce qu'on reverra un jour tonton Derek ?» J'appréhendais cette question depuis des jours. « Je ne sais pas, mon grand. Pour l'instant, on a besoin de prendre un peu de distance avec eux. À cause de ce que tante Mélissa a dit sur Emma, les enfants avaient tout entendu. On avait essayé de les protéger, mais ils avaient compris bien plus qu'on ne pensait. Comment tu sais ça ? J'ai entendu maman et toi en parler, et Tyler m'a envoyé un message. Il dit que sa mère ne le pensait pas vraiment. Et toi, tu en penses quoi ? Il resta silencieux un moment, réfléchissant avec la même concentration qu'il apporte aux échecs. Je pense que quand quelqu'un dit quelque chose de méchant sur une personne morte, c'est qu'il le pense vraiment. Parce qu'il faut vraiment vouloir faire du mal pour utiliser ça. Par la bouche d'un enfant, je fus profondément touché. « Tu es très sage », lui dis-je. « Alors, on se protège ?» « Oui, on se protège. Et on protège la mémoire d'Emma. »« Bien », répondit-il simplement. « Emma mérite ça. » La boutique de glace était bondée de familles profitant du week-end. Des gens normaux, menant des vies normales, sans le poids d'une trahison familiale. Ou peut-être que chacun avait ses blessures cachées, ses proches qui utilisaient la cruauté comme monnaie d'échange. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Sarah me montra son téléphone. Elle documentait tout dans une application de journal privé. Chaque message, chaque tentative de manipulation, chaque messager, envoyé pour nous faire culpabiliser et nous pousser à la réconciliation. « Pourquoi ?» demandai-je. « Parce que je sais comment ça se passe. Le temps passe, les souvenirs s'effacent, et tout à coup, c'est nous qui avons réagi de façon excessive à un malentendu. Je ne les laisserai pas réécrire l'histoire. Elle avait raison. Déjà, le récit était en train d'être transformé par ceux qui n'étaient même pas présents. Nous étions les dramatiques, les rancuniers, les destructeurs d'unité familiale. Pas les parents en deuil attaqués avec la mort de leur propre enfant. Lundi matin, une autre surprise arriva. Une lettre de Mélissa, livrée à mon bureau, manuscrite, ce qui avait dû lui demander un effort, elle qui préférait largement les confrontations par SMS. Axel, j'ai repensé à ce qui s'est passé à la fête. Je réalise que mes mots ont peut-être été plus durs que prévu. La grossesse est difficile, et parfois je parle sans réfléchir. J'espère qu'on pourra dépasser ce malentendu pour le bien de la famille. Les enfants ne devraient pas souffrir à cause de désaccords d'adultes. Je la lus 3 fois, cherchant des excuses qui n'étaient de pas là. Peut-être plus dures que prévu. Malentendu, mais jamais. Je suis désolé d'avoir utilisé la mort de votre fille pour vous blesser. Jamais. Ce que j'ai dit était cruel et inacceptable. Je la montrai à Sarah ce soir-là. Elle éclata de rire, un rire amer. Elle n'est pas désolée. Elle regrette qu'il y ait eu des conséquences. Je dois répondre ? Non. Toute réponse lui donnerait de la matière à retourner la situation. Elle transformerait ça en preuve qu'on est les déraisonnables. Je ne répondis donc pas, mais je gardai la lettre. La documentation fonctionne dans les 2 sens. Le mardi fut plus difficile. Notre enfant du milieu rentra de l'école bouleversé. Il y avait eu un projet d'arbre généalogique et la maîtresse avait demandé de parler des grands-parents, oncles, tantes. Il avait dû expliquer qu'on ne les voyait plus. La maîtresse m'a regardé bizarrement, comme si j'avais dit quelque chose de mal. « Tu n'as rien dit de mal », le rassura Sarah. Parfois, les familles font une pause les unes avec les autres. Mais pourquoi on doit faire une pause ? Comment expliquer à un enfant que les adultes peuvent être cruels, que la famille peut trahir, que parfois l'amour ne suffit pas pour surmonter la toxicité ? Parfois, les gens disent des choses blessantes, tentai-je. Et quand ils ne sont pas vraiment désolés, c'est normal de vouloir se protéger. Comme quand Benny me poussait tout le temps à la récré et que j'ai arrêté de jouer avec lui. Exactement comme ça, mon grand. Il sembla satisfait de cette explication. Mais Sarah et moi échangeâmes un regard lourd de sens. Les répercussions continueraient. Nos enfants devraient affronter des questions, des jugements, des suppositions, tout ça parce qu'on avait choisi de les protéger de gens qui trouvaient acceptable d'utiliser la mort de leur sœur comme une arme. Le mercredi soir, Derek se présenta à notre porte, sans prévenir, à 20h. Juste lui, sur le perron, l'air épuisé. « S'il te plaît », dit-il quand j'ouvris la porte. « Juste 5 minutes. » « Non, Axel, je t'en supplie. Ça détruit ma famille. Ta femme a détruit notre famille quand elle s'est servie d'Emma contre nous. Et toi, tu l'as détruite en la défendant. Elle est enceinte. » Je commençais à refermer la porte. « Attends, d'accord. Pas l'excuse de la grossesse. Je ne sais juste pas quoi faire. Maman pleure tous les jours. Mélissa et moi, on se dispute sans arrêt. Kate ne nous parle plus. Les enfants sont perdus et tristes. Ce n'est pas ce que je voulais. Et tu croyais quoi, Derek ? Qu'on allait juste ravaler notre douleur et venir dîner le dimanche comme si de rien n'était ? Je pensais que tu comprendrais que la famille vaut plus qu'un moment de colère. Je ris. Mais ce rire n'avait rien de joyeux. Derek, ta femme a été cruelle pendant des années. Des remarques sur notre parentalité, nos enfants, nos choix. On a tout laissé passer. Mais utiliser la mort de notre fille, ce n'est pas un accès de colère. C'est de la cruauté calculée. Elle était énervée à cause de la voiture. Stop, arrête. Si tu es là pour faire encore des excuses, tu peux partir. Si tu es là pour t'excuser sincèrement et reconnaître ce qu'elle a fait, on peut parler. Mais je ne resterai pas là à t'écouter minimiser l'inacceptable. Il resta figé, bouche ouverte, refermée, ouverte à nouveau, comme s'il cherchait les bons mots.
mais ne les trouvait pas, parce que les bons mots impliqueraient d'admettre que sa femme avait été cruelle, qu'il avait choisi sa cruauté plutôt que notre douleur, qu'il avait failli à son rôle de frère quand on avait le plus besoin de lui. « Je ne peux pas, dit-il enfin. Je ne peux pas dire qu'elle avait tort. C'est ma femme. Et moi, j'étais ton frère. Sarah était ta belle-sœur. Emma, ta nièce. Mais tu as clairement montré où allaient tes priorités. » Je refermai la porte. Par la fenêtre, je le vis rester immobile 1 minute, puis retourner lentement à sa voiture. Une partie de moi, celle qui se souvenait de lui apprendre à faire du vélo, d'avoir été son témoin de mariage, de la naissance de ses enfants, voulait le rappeler. Mais l'autre partie, celle qui était d'abord un père et un mari, savait que certains ponts, une fois brûlés, ne pouvaient pas être reconstruits. Le jeudi, un appel inattendu arriva. Marie, la cousine qui avait perdu son bébé et disparu des événements familiaux après la cruauté de Mélissa. Kate m'a donné ton numéro, j'espère que ça ne te dérange pas. Bien sûr que non. J'ai entendu ce qui s'est passé, ce que Mélissa a dit. Je suis vraiment désolé. Merci. Je voulais t'appeler parce que je sais ce que tu ressens, pas la perte. Je ne peux pas imaginer ce que c'est que de perdre un enfant qui a vécu, ri, partagé ta vie pendant des années. Mais la trahison familiale, ça, je connais. Comment tu as géré? Mal, au début. J'ai attendu que quelqu'un m'appelle, pour me dire qu'ils étaient désolés de ne pas m'avoir défendu, pour reconnaître que ce qu'elle avait dit était horrible. Mais personne ne l'a fait, parce que reconnaître ça aurait voulu dire admettre qu'ils avaient échoué. Et cette unité familiale à laquelle ils tiennent tant, cette unité familiale est bâtie sur le silence de gens comme nous. « Tu regrettes de les avoir coupés de ta vie ?» demandai-je à Marie. « Non, je regrette que ce soit devenu nécessaire. Je regrette qu'ils aient choisi le confort au lieu de la compassion. Mais les couper de ma vie m'a sauvé. Ça m'a permis de faire mon deuil sans devoir faire semblant que ceux qui ont soutenu mon agresseur étaient des gens sûrs. Les gens pensent qu'on exagère. Les gens qui n'ont jamais vécu ça pensent toujours qu'on exagère. Ils ne comprennent pas que certaines blessures sont trop profondes pour être pardonnées, que certaines trahisons révèlent qui sont vraiment les gens. Et une fois que tu le vois, tu ne peux plus ne pas le voir. Après avoir raccroché, je trouvai Sarah dans la chambre d'Emma. Nous avions laissé la pièce presque intacte, incapable d'affronter l'idée de ranger ses affaires. Elle était assise par terre, tenant l'une des peluches d'Emma dans ses bras. « Marie a appelé », dis-je en m'asseyant à côté d'elle. Je lui racontai notre échange. Sarah écouta, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Elle a raison », dit-elle finalement. À propos de cette unité familiale basée sur le silence, combien de fois avons-nous retenu nos mots quand Mélissa disait quelque chose de cruel? Combien de remarques avons-nous laissé passer, juste pour préserver la paix? Trop. Et ça a empiré. Parce que c'est ce qui se passe quand on ne confronte pas la cruauté. Elle se développe. On ne savait pas que ça mènerait à ça, mais on savait que c'était mal. Et on s'est tu malgré tout, comme tout le monde aujourd'hui. Le vendredi, c'était Halloween. Nous avions toujours fait une grande tournée de bonbons en famille, tous les cousins déguisés de façon coordonnée. Cette année, ce n'était que nous. Les enfants ne se plaignirent pas, mais je vis notre aîné regarder des photos de l'année dernière sur son téléphone. Ils étaient tous là, et Emma, dans son petit costume de sorcière, rayonnante devant l'appareil. « Ça va mon grand ?» demandai-je. « Oui, je repensais juste à l'année dernière. C'est normal de regretter comment c'était avant. Tu crois qu'un jour tout redeviendra comme avant ? Je crois qu'on trouvera un nouveau normal. Différent, mais bon, sans eux, avec des gens qui nous aiment vraiment, qui ne se serviraient jamais de la mémoire d'Emma pour nous faire du mal. » Il hocha la tête, rangea son téléphone. Je pense qu'Emma comprendrait pourquoi on protège son souvenir. Moi aussi. Ce soir-là, en marchant dans le quartier, j'observais les autres familles, unies, entières, prenant des photos, riant. Étaient-elles vraiment aussi heureuses qu'elles en avaient l'air? Ou bien, elles aussi, cachèrent des blessures, gardèrent le silence pour préserver une paix factice, excusant la cruauté au nom de l'unité familiale? Nos téléphones restèrent silencieux. Peut-être que la famille avait enfin accepté nos limites, ou peut-être qu'elle préparait sa prochaine offensive. Mais pour ce soir, il n'y avait que nous, notre petite famille de 5, qui aurait dû être 6, faisant nos propres souvenirs, protégeant notre paix. Le samedi matin brisa cette paix. Sarah me réveilla tôt, le visage pâle. « Regarde ça !» Elle me montra son téléphone. Sur Facebook, Mélissa avait posté un long statut dramatique sur les divisions familiales, le pardon et la protection des enfants des conflits adultes. Elle ne nous avait pas nommés, mais les commentaires étaient explicites. Tout le monde savait de qui elle parlait. Certaines personnes gardent rancune pour des broutilles, commenta une tante. « La grossesse, c'est tellement difficile. Il faudrait être plus compréhensif, » écrivait une autre. « C'est triste de briser une famille pour des mots, » ajouta un ami de Derek. Le récit se consolidait. Nous devenions ceux qui ne savent pas pardonner, les destructeurs de famille, ceux qui s'en prennent à une femme enceinte pour une petite erreur. « Je réponds ?» demanda Sarah. « Non, laisse-les se révéler d'eux-mêmes. » Que tout le monde voit qui soutient l'usage de la mémoire d'un enfant mort comme une arme. Mais c'était douloureux de voir des gens avec qui nous avions partagé des fêtes, dont les enfants avaient le jouet avec les nôtres, réduire notre douleur à une simple querelle. Les voir se rallier autour de Mélissa alors que nous pleurions non seulement Emma, mais aussi la famille que nous pensions avoir. Mon téléphone sonna. C'était Kate. « Tu l'as vu ?» demanda-t-elle sans détour. « Oui, j'ai commenté. J'ai dit exactement ce que Mélissa avait dit. J'ai utilisé le nom d'Emma, qu'ils osent défendre ça publiquement. Kate,
Tu n'as pas besoin de mener ce combat à notre place. Si, je dois le faire, parce que personne n'a défendu Marie, et quelqu'un aurait dû vous défendre dès que Melissa a ouvert la bouche. Le silence, c'est ce qui permet que ça continue. Moins d'une heure plus tard, le commentaire de Kate fut supprimé. Elle fut bloquée, mais plusieurs personnes avaient déjà vu. Mon téléphone se remit à vibrer. Des messages de membres éloignés de la famille qui n'avaient pas connu toute l'histoire. « C'est vraiment ce qu'elle a dit ?» demanda un cousin. « Pourquoi personne ne m'en a parlé ?» écrivit un autre. Le récit commençait à se fissurer, mais Melissa contre-attaquait. Un nouveau post apparut, parlant de mensonges, d'exagérations et de gens qui essayent de ruiner la réputation d'une femme enceinte. « Elle enfonce le clou », dit Sarah. « Elle n'a pas le choix. Admettre ce qu'elle a dit, ce serait admettre qu'elle est la méchante de l'histoire. » Mais le mal était fait. Certains membres, jusque-là fermement du côté du « gardons la paix », commencèrent à nous écrire en privé. Pas pour nous soutenir pleinement, cela demandait trop de courage, mais pour exprimer leur inquiétude sur ce qui s'était réellement passé. Nous n'avons pas répondu. Leur intérêt soudain sonnait creux. Où était cette inquiétude quand on s'est fait attaquer? Où étaient ces questions quand on nous faisait passer pour les monstres? Le dimanche arriva, sans dîner de famille. À la place, nous avons passé une matinée tranquille à la maison. Les enfants ont fait des pancakes. On a joué à des jeux de société. C'était paisible, d'une manière que les réunions familiales n'avaient jamais été, sans l'angoisse permanente d'attendre la prochaine remarque piquante de Melissa. « Ça ne me manque pas », dit soudainement Sarah en regardant les enfants rire. « Je croyais que ça me manquerait, mais non. C'était toujours une mise en scène. Il fallait sauver les apparences, pas vraiment prendre soin les uns des autres. » Elle avait raison. Combien de dîners avions-nous enduré les remarques de Melissa pendant que tout le monde feignait de ne rien entendre? Combien de fois avions-nous consolé nos enfants après qu'elle ait rabaissé leur passion, leur succès, leur existence? Et tout ça pour une unité familiale qui protégeait les cruels et réduisait les blessés au silence. Ce soir-là, ma mère appela à nouveau. Cette fois, je décrochais. J'ai vu le commentaire de Kate, avant qu'il soit supprimé, dit-elle directement. C'est vraiment ce que Melissa a dit sur Emma? Oui, silence. Je n'ai pas entendu les mots exacts. J'ai entendu crier et je suis venue voir. Quand je suis arrivée, vous partiez déjà et Derek disait que c'était à cause des hormones de grossesse. Et tu l'as cru? Sans nous demander? Sans vérifier ce qui s'était réellement passé? Je voulais garder la paix. Non, tu voulais éviter le conflit. C'est différent. Garder la paix, ça aurait été confronter celle qui l'avait brisée. Toi, tu as préféré faire pression sur les victimes, parce qu'on est plus enclin à obéir. Ce n'est pas « je n'avais pas vu les choses comme ça », bien sûr que non. Parce que voir les choses ainsi, ça voudrait dire reconnaître ton rôle dans l'encouragement à l'abus. Abus, c'est un mot fort. Et comment appelles-tu le fait d'utiliser une petite fille morte comme arme contre ses parents endeuillés? Silence à nouveau. « J'ai échoué », dit-elle finalement. « J'ai échoué avec toi, avec Sarah. » Et envers la mémoire d'Emma. « Oui, maman, tu as échoué. Tu peux me pardonner? Le pardon n'est pas le problème, maman. Le problème, ce n'est pas le pardon, maman. C'est la confiance. Tu nous as montré que lorsqu'on est vulnérable, tu ne nous protèges pas. Que lorsque quelqu'un nous attaque sur notre douleur la plus profonde, tu trouves des excuses pour elle. Comment veux-tu qu'on te fasse confiance après ça? Je ne sais pas, admit-elle. Mais je veux essayer. Je veux faire mieux. Alors commence par tenir Melissa pour responsable. Publiquement. Arrête de la laisser contrôler le récit. Arrête de la laisser nous faire passer pour les méchants juste parce qu'on se protège. Derek va être furieux. Alors qu'il soit furieux. Son confort ne vaut pas plus que notre douleur. J'ai besoin de réfléchir. Très bien. Mais pendant que tu réfléchis, souviens-toi que chaque jour où tu restes silencieuse est un jour de plus où tu les choisis. Eux, plutôt que nous. Après avoir raccroché, Sarah me regarda avec une lueur d'espoir. Tu crois qu'elle va le faire? Je ne sais pas. Parler maintenant, après avoir publiquement soutenu Melissa, ça voudrait dire reconnaître qu'elle avait tort. C'est difficile pour n'importe qui, surtout pour quelqu'un qui a passé sa vie à éviter les conflits. Mais au moins, elle nous entend enfin. Peut-être. Ou peut-être qu'elle cherche juste une façon de nous ramener, sans jamais vraiment affronter ce qui s'est passé. Seul le temps le dirait. Le lundi matin apporta la preuve que maman avait fait son choix. Un post sur Facebook, soigneusement rédigé mais sans équivoque. J'ai beaucoup réfléchi aux dynamiques familiales, et je réalise que j'ai parfois privilégié la paix apparente à la protection des personnes. Quand quelqu'un dit quelque chose de cruel, surtout à propos d'un enfant décédé, ce n'est pas dû aux hormones ou au stress. C'est de la cruauté. Et ceux qui trouvent des excuses à cela en sont complices. Je suis désolé envers ceux que j'ai laissés tomber par mon silence. Je promets de faire mieux. Elle ne nomma personne, mais tout le monde savait. Les commentaires explosèrent. Derek l'accusa de trahir la famille. Melissa la traita de semeuse de discorde. Plusieurs proches exprimèrent leur choc qu'elle étale ainsi des affaires familiales. Mais d'autres, les silencieux, ceux qu'on avait réduits au silence pendant des années, commencèrent à parler. Des histoires sortirent. Des moments où Melissa avait été cruelle et où la famille avait détourné le regard. Des comportements ignorés pendant trop longtemps. C'est comme si un barrage avait cédé, dit Sarah, lisant les commentaires. Tous ces gens blessés par elle qui se sentent enfin autorisés à parler. Mon téléphone sonna. C'était Derek. Ta mère est en train de détruire notre famille, dit-il sans préambule. Non, Melissa a détruit cette famille. Maman fait seulement ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. L'admettre. C'est de ta faute. Toi et Sarah, vous avez tout exagéré. Utiliser la mort de notre fille comme une arme, c'est rien. Elle ne pensait pas.
Je raccrochais. Nous avions dépassé le stade de ces conversations circulaires, mais le processus de remise en question continuait. Kate appela ce soir-là presque euphorique. « Tu as vu le commentaire de tante Linda ? Elle a admis que Melissa avait fait pleurer sa fille à son mariage en critiquant sa robe. Et la femme d'oncle Jim a enfin raconté comment Melissa avait annoncé sa grossesse pendant le dîner de remise de diplôme de leur fille. Tout sort, dit Sarah. Que tout le monde voit ce qu'ils ont toléré pendant des années. Mais chaque révélation entraînait une riposte. Melissa posta un nouveau message, se présentant en victime d'une attaque coordonnée. Derek la soutint, affirmant que tout le monde s'en prenait à une femme enceinte. Ils annoncèrent qu'ils se retirèrent des réseaux sociaux et des événements familiaux pour leur santé mentale. Classique, murmura Sarah. Se poser en victime quand il faut rendre des comptes. Mais quelque chose avait changé. Cette dynamique familiale qui avait protégé Melissa pendant des années s'effondrait. Les gens commençaient à se demander pourquoi ils avaient gardé le silence, pourquoi ils avaient tant valorisé son confort plutôt que la justice ou la vérité. Le mardi, une visite inattendue. Tante Linda sur notre perron, mal à l'aise mais déterminée. « Je vous dois des excuses », dit-elle quand je lui ouvris. Quand Melissa a dit ce qu'elle a dit sur Emma, j'aurais dû parler. J'aurais dû vous protéger tous les deux. Sarah la regarda attentivement. « Pourquoi tu ne l'as pas fait ?»« Parce que je suis une lâche, dit Linda simplement. Parce que parler m'aurait mise dans sa ligne de mire. Parce que c'était plus facile de vous laisser porter le poids de sa méchanceté plutôt que de le partager. Et maintenant je réalise que mon silence m'a rendu complice. Que chaque fois que je n'ai rien dit, j'ai permis que ça continue. Je suis désolé, tellement désolé. C'était la première vraie excuse qu'on recevait. Pas d'explication, pas de justification. Juste un aveu de responsabilité, de regret sincère. J'apprécie, dit Sarah avec précaution. Mais tu comprends qu'on ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Je comprends. La confiance, ça se mérite. Et je ne l'ai pas mérité. Mais je voulais que vous sachiez que certains d'entre nous voient maintenant, qu'on comprend ce qu'on a laissé se produire, et qu'on est désolé. Après son départ, Sarah et moi restâmes un moment silencieux, troublés. Ce mur de silence familial, autrefois si solide, commençait à se fissurer. « Ça ne change pas ce qui est arrivé, » dit Sarah. « Ça ne ramène pas Emma. Ça ne ramène pas un monde où sa mémoire est respectée. Non, mais peut-être que ça empêchera qu'une autre Marie, une autre nous, vive ça. » Le mercredi fut calme. La tempête sur les réseaux s'était apaisée, remplacée par un silence gêné. Les camps étaient formés, les lignes tracées. Cette famille qui se réunissait pour chaque occasion était désormais fracturée. Le jeudi, Kate nous informa, Derek et Melissa organisent Thanksgiving. Ils en font tout un plat sur le fait de garder les traditions et de ne pas laisser la division gagner. C'est un test de loyauté, clairement. Qu'il teste, dis-je. On sait déjà où on en est. Maman n'y va pas, ajouta Kate. Ni Linda, ni la famille de Jim. Leur liste d'invités se réduit à vue d'œil. Une partie de moi, celle qui se souvenait de Derek m'apprenant à lancer un ballon, d'avoir été présent à la naissance de chacun de mes enfants, ressentit un pincement. Mais l'autre partie, celle qui avait vu Derek choisir la cruauté de sa femme plutôt que notre douleur, ne ressentit que de la fermeté. Le vendredi, c'était le spectacle de Thanksgiving à l'école. Nous étions dans l'auditorium, regardant nos enfants chanter des chansons sur la gratitude et la famille. L'ironie ne nous échappait pas. La famille, ce n'est pas toujours le sang, murmura Sarah, en regardant notre fils aider un camarade à remettre son costume. Parfois, ce sont ceux qui choisissent de te protéger plutôt que de te blesser. Elle avait raison. En perdant la famille dans laquelle nous étions nés ou mariés, nous découvrions autre chose. Des amis qui prenaient en des nouvelles, des parents d'élèves qui offraient leur soutien sans chercher à savoir, Kate qui appelait tous les jours juste pour s'assurer qu'on allait bien. Ce week-end-là, nous avons commencé à organiser notre propre Thanksgiving. Kate serait là, avec Marie et sa famille, quelques amis qui n'avaient nulle part où aller, un groupe disparate de gens qui comprenaient que la famille, c'est bien plus qu'un ADN partagé. Ce sera différent, dit Sarah, en dressant une liste. Différent, ce n'est pas mal. Non, différent pourrait même être mieux. Les enfants s'adaptaient aussi. Notre aîné avait commencé à enseigner les échecs au centre communautaire. Des enfants qui veulent vraiment apprendre, dit-il avec un sourire. Notre fils du milieu avait rejoint un club de lecture. Notre cadette s'épanouissait en cours d'art plastique, sans les critiques subtiles de Melissa, sans la tension constante des réunions familiales où chacun marchait sur des œufs. Il s'épanouissait. « Je pense qu'Emma aimerait ça », dit un soir notre fille en travaillant sur une peinture. Elle disait toujours que tante Melissa était méchante. Peut-être qu'elle est contente qu'on ne la voit plus. Encore une fois, la vérité sortait de la bouche des enfants. À mesure que novembre avançait vers Thanksgiving, la fracture familiale se consolidait. Derek et Melissa s'entourèrent de ceux qui croyaient encore qu'il fallait préserver la paix à tout prix. Nous construisions autre chose, quelque chose de nouveau, avec ceux qui comprenaient que certains prix étaient trop élevés. Ma mère appela la veille de Thanksgiving. « Je voulais que tu saches que je ne vais pas chez Derek », dit-elle. « Je serai seule, mais je ne peux pas m'asseoir à une table avec quelqu'un qui a utilisé la mort de ma petite fille comme une arme. Tu n'as pas besoin d'être seule, dis-je spontanément. Il y a de la place ici. » Sarah me regarda, surprise, mais sans désapprobation. « Tu es sûre ?» demanda ma mère, la voix tremblante. « Je suis sûre qu'Emma voudrait que sa grand-mère ait un endroit où aller pour Thanksgiving. Je suis sûre que choisir ce qui est juste, même tardivement, ça compte encore. Mais je suis aussi sûre que ce n'est pas un nouveau départ. C'est une chance de faire mieux. Je comprends. Merci. » Après avoir raccroché, Sarah me prit la main.
C'était généreux de ta part. Elle essaie. Tard, mais elle essaie. Et peut-être que lui montrer ce qu'est une vraie famille l'aidera à comprendre ce qu'on a perdu quand elle est restée silencieuse. Peut-être, le jour de Thanksgiving arriva, clair et frais, notre maison remplie des odeurs de cuisine et des sons d'une famille choisie. Kate arriva tôt pour aider. Marie amena ses enfants, qui jouèrent naturellement avec les nôtres. Des amis comblèrent les vides, créant une chaleur qui n'avait rien à voir avec une obligation et tout à voir avec le choix. Ma mère arriva la dernière, portant sa fameuse purée de patates douces, l'air incertain. « Merci de m'avoir invité », dit-elle doucement. « Merci d'avoir choisi d'être ici », répondit Sarah. « D'avoir choisi nous. » Le repas était différent des années précédentes. Plus petit en apparence, mais tellement plus riche. Les conversations coulaient librement, sans cette tension sous-jacente liée à la crainte du prochain pic de Mélissa. Les enfants riaient, sans retenue. Les histoires se partageaient, sans peur du jugement. « C'est agréable », dit maman à un moment en regardant autour de la table. « Différent, mais agréable. Différent peut-être bien, dit notre fils. Comme aux échecs. Parfois, il faut sacrifier une pièce pour gagner la partie. Quelle pièce on a sacrifiée ? Demanda notre fille. Celle qui nous faisait du mal, répondit-il simplement. Les yeux de maman se remplirent de larmes. Je suis désolée de ne pas vous avoir protégé de cette douleur. Vous tous. On le sait, dit Sarah. Mais tu es là maintenant. Et ça compte. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, maman me prit à part. Derek m'a appelé tout à l'heure pendant que je venais. Il voulait savoir comment je pouvais vous choisir vous plutôt que lui. Et qu'est-ce que tu lui as dit ? Que je ne choisissais pas des camps, que je choisissais ce qui est juste. Il n'a pas compris. Il ne comprendra peut-être jamais. Je sais, et ça me brise le cœur, mais pas autant que de savoir que je vous ai laissé tomber quand vous aviez le plus besoin de moi. Elle partit en promettant de faire mieux, de devenir meilleure. Le temps dirait si elle tiendrait parole. Ce soir-là, alors que Sarah et moi rangions la maison, elle s'arrêta devant la photo d'Emma sur le manteau de la cheminée. « Je pense qu'elle aurait aimé aujourd'hui », dit-elle. Une maison pleine de gens qui se soucient vraiment les uns des autres, sans remarques méchantes sur ses dessins, sans comparaison avec ses cousines. Juste de l'amour. Juste de l'amour. Nous avions perdu une famille, celle dans laquelle nous étions nés, celle qu'on est censé pouvoir toujours compter. Mais nous avions gagné autre chose, une autre famille, celle qu'on choisit, celle qui se présente non pas par obligation, mais par volonté, celle qui n'utiliserait jamais la mort d'un enfant comme une arme, celle qui comprend que certaines blessures ne guérissent pas simplement parce que quelqu'un exige le pardon, celle qui sait que se protéger peut ressembler à de la distance, à des limites, parfois même à des murs. Alors que nous allions nous coucher, le téléphone de Sarah vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Salut Sarah, c'est Tyler. Je sais que ma mère a dit quelque chose de méchant sur Emma. Je suis désolé. Jouer avec mes cousins me manque. Peut-être que plus tard, quand je serai plus grand, on pourra redevenir amis. » Sarah me montra le message, les larmes aux yeux. « Derek ne sait sûrement pas qu'il a envoyé ça, » dis-je. Qu'est-ce que je lui réponds ? La vérité, qu'il nous manque aussi, que rien de tout ça n'est sa faute, que peut-être un jour, quand il pourra choisir par lui-même, on serait ravis de le revoir. Elle écrivit avec soin, avec gentillesse, parce que les fautes des parents ne devraient pas retomber sur les enfants, parce que Tyler aussi était une victime, d'une mère qui utilisait la cruauté comme monnaie, d'un père qui la laissait faire. « Envoyez », dit-elle, puis elle éteignit son téléphone. « Je n'en peux plus ce soir. » Allongés dans notre lit, la maison paisible, bercée seulement par le souffle régulier de nos enfants endormis dans leur chambre, je repensais à tout ce chemin parcouru depuis cette fête à la piscine jusqu'à ce moment. La douleur était toujours là. La perte d'Emma, aggravée par la perte de la famille en qui nous avions eu confiance. Mais il y avait autre chose aussi, la paix. La paix de savoir que nous avions choisi la protection plutôt que la politesse. La paix de savoir que la mémoire d'Emma était à l'abri de ceux qui voudraient s'en servir. La paix de savoir que nos enfants survivants grandiraient en comprenant que certaines choses sont plus importantes que de préserver le confort des gens cruels. « Je t'aime », dis-je à Sarah dans le noir. « Je t'aime aussi », répondit-elle. « Et j'aime la famille qu'on est en train de construire, celle dont Emma serait fière. » Le week-end suivant Thanksgiving apporta une surprise inattendue. Le fils aîné de Derek, Tyler, se présenta chez nous un samedi matin, son vélo appuyé contre la rambarde du porche. Sarah et moi échangeâmes un regard abasourdi depuis la fenêtre. « Tyler ?» J'ouvris la porte, scrutant la rue, à la recherche de la voiture de Derek. « Ton père sait que tu es ici ?» Le garçon de 13 ans baissa les yeux, gêné. Il croit que je suis à la bibliothèque. Mais je devais venir. J'ai besoin de parler à mon cousin pour le tournoi d'échecs de la semaine prochaine. Sarah arriva à mes côtés, visiblement partagée. L'enfant n'était pas responsable des actes de sa mère, mais sa présence franchissait une limite que nous avions mis des mois à établir. « Tyler, on ne peut pas... » commençai-je. « S'il vous plaît, » m'interrompit-il, la voix brisée. « Je sais ce que ma mère a dit sur Emma. Papa m'a interdit de vous parler. Mais c'est injuste. Tout ça est injuste. » Notre fils, attiré par la sonnette, apparut à l'entrée. Il s'arrêta net en voyant son cousin, partagé entre l'espoir et l'incertitude. « Est-ce que Tyler peut entrer ?» demanda-t-il doucement. Juste un petit moment. Sarah et moi échangeâmes un long regard silencieux. Finalement, elle hocha la tête. 15 minutes. Ensuite, tu dois rentrer avant que tes parents ne s'aperçoivent de ton absence.
Les garçons disparurent à l'étage et Sarah se mit à faire les 100 pas. Ça va nous causer des problèmes. Je sais. Derek va dire qu'on sape son autorité parentale. Environ 20 minutes plus tard, Tyler redescendit. Il avait l'air plus léger que lorsqu'il était arrivé. « Merci », dit-il simplement. « Je suis désolé pour tout. Tu n'as pas à t'excuser pour ce qui n'est pas de ta faute », répondit Sarah avec douceur. Il partit et nous retenions notre souffle, attendant l'inévitable. Il arriva 3 heures plus tard. La voiture de Derek a crissé dans notre allée et il était déjà à notre porte avant même que le moteur ait complètement calé. « Comment osez-vous » gronda-t-il dès que j'ouvris, m'accusant d'avoir contourné son autorité et d'avoir encouragé son fils à lui désobéir. « Nous n'avons rien encouragé du tout », répondis-je calmement. « Il est venu de lui-même. Il a juste parlé avec son cousin pendant 20 minutes. Rien de plus. » Vous n'aviez aucun droit de... De quoi? De laisser 2 enfants entretenir leur amitié malgré les conflits des adultes? Tu as raison. Quelle horreur de notre part. Mélissa sortit de la voiture, son ventre bien rond révélant une grossesse à terme. « C'est un enlèvement », déclara-t-elle théâtralement. « On pourrait appeler la police. » Sarah apparut dans l'entrée. « Je vous en prie, faites donc. J'adorerais expliquer aux autorités pourquoi vous voulez empêcher 2 cousins de se parler. Et tant qu'à faire, mentionnez aussi ce que vous avez dit à propos de notre fille décédée. » Le visage de Mélissa se colora violemment. « Vous le montez contre nous. Nous n'avons même pas parlé de vous, » répondit Sarah. « Croyez-le ou non, tout ne tourne pas autour de vous. Tout tourne autour de vous depuis que votre gosse est morte, » cracha Mélissa. « Pauvre Sarah, pauvre Axel, tout le monde doit marcher sur des œufs. Quittez notre propriété, dis-je doucement. Maintenant. » Derek agrippa le bras de Mélissa. « On s'en va ? Non, j'en ai marre de les voir jouer les victimes. Leur fille est morte parce que Sarah ne faisait pas attention, et maintenant c'est la faute de tout le monde, sauf la leur. » Sarah réagit si vite que je ne vis presque rien. Pas pour frapper Mélissa, elle ne lui aurait jamais offert ce plaisir, mais pour sortir son téléphone et commencer à filmer. « Répète, dit-elle d'une voix glaciale. Dis-le encore, que tout le monde voit qui tu es vraiment. » Mélissa comprit son erreur. Quelques voisins, dehors, s'étaient arrêtés pour regarder. Madame Patterson, d'en face, tenait son propre téléphone en main. « Éteignez ça !» ordonna Derek. « Propriété publique !» lança Madame Patterson. « Vous êtes en train de faire tout un spectacle. » Derek tira Mélissa jusqu'à leur voiture, mais elle ne put s'empêcher de lancer une dernière pique. « C'est pour ça que personne ne veut plus de vous aux réunions de famille. Vous êtes épuisant. Personne ne veut de nous ?» ricana Sarah, mais sans joie. « Regarde donc à nouveau ta liste d'invités pour Thanksgiving. » Ils partirent en trombe, laissant des traces de pneus sur notre allée. Madame Patterson s'approcha, secouant la tête. « J'ai tout filmé, » dit-elle. « Si jamais vous en avez besoin. Cette femme est ignoble. » La vidéo circula sur les réseaux sociaux en quelques heures. Pas de notre part, nous ne voulions pas alimenter ce cirque, mais c'est la fille de Madame Patterson en visite qui la posta. Le tribunal de l'opinion publique fut rapide et tranchant. L'image soigneusement polie de Mélissa, pauvre femme enceinte persécutée, s'effondra alors que les gens la voyaient agresser des parents en deuil devant chez eux. Ma mère appela ce soir-là. « J'ai vu la vidéo. Je suis tellement désolé que vous ayez eu à vivre ça. » « Tyler voulait juste voir son cousin, » répondis-je, épuisé. « Je sais. Derek m'a appelé, furieux, parlant de limites et de respect. Je lui ai dit que le seul manque de respect que j'avais vu venait de sa femme. Et il l'a pris comment? Il m'a raccroché au nez. Mais j'en ai fini de les défendre. Voir cette vidéo, entendre comment elle vous a parlé, j'ai honte d'avoir un jour pris sa défense. » Le dimanche, nous assistâmes à une réunion de notre groupe de soutien pour parents endeuillés, auquel nous participions depuis 1 mois. Nous y avions trouvé un peu de réconfort, un sentiment d'appartenance parmi ceux qui comprenaient vraiment le poids de la perte. Alors que nous nous installions, un visage familier attira mon attention. Marie était assise dans un coin, des mouchoirs serrés dans sa main. Après la séance, elle s'approcha de nous. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je sois là. Je sais que ça fait des années que j'ai perdu mon bébé, mais vous voir tenir tête à la famille, ça a tout ravivé. Le chagrin n'a pas de date de péremption, » dit Sarah en la prenant dans ses bras. « Je suis en thérapie, » avoua Marie. « Pas seulement pour le deuil, mais aussi pour la trahison. Mon thérapeute dit que le traumatisme familial est parfois plus dur à guérir que la perte elle-même. Parce que la mort est définitive, dis-je. Mais la trahison, c'est un choix que les gens font chaque jour. » L'après-midi, Kate nous envoya un message. Derek et Mélissa venaient d'avoir leur bébé, une petite fille née en avance. La famille se réjouissait, partageant les photos habituelles de la maternité. « On dit quelque chose ?» demanda Sarah, en regardant la publication. « On leur souhaite santé et bonheur, » répondis-je. L'enfant n'est pas responsable de ses parents. Nous envoyâmes une simple carte à l'hôpital, sans adresse de retour. C'était la chose décente à faire, même s'il ne méritait pas notre décence. Le courrier de lundi nous apporta une surprise. Tyler nous avait écrit une lettre, avec une écriture appliquée. « Cher oncle Axel et tante Sarah, merci de m'avoir laissé venir. Je sais que ça a causé des problèmes, et je suis désolé. Maman et papa sont très en colère, mais je m'en fiche. Vous avez toujours été gentils avec moi, et ma famille me manque. Je pense souvent à Emma. Elle était drôle et partageait toujours ses bonbons. Je suis désolé, ma maman dit des choses méchantes. Je lui ai dit que c'était mal, mais elle m'a répondu que je ne comprends pas parce que je suis un enfant. Mais je crois que parfois, les enfants comprennent mieux. Avec amour, Tyler Sarah pleura en la lisant. Ce pauvre garçon. Il va s'en sortir, dis-je. Il voit la vérité.
C'est plus que ce que beaucoup d'adultes de notre famille peuvent dire. Le mardi marquait l'anniversaire du premier jour d'école maternelle d'Emma. Une autre étape douloureuse qu'elle ne franchirait plus jamais. Mais au lieu de nous enfermer chez nous dans le chagrin, nous avons apporté ses fleurs préférées à l'hôpital pour enfants où elle avait passé ses dernières heures. Les infirmières se souvenaient de nous. Nous pensons souvent à elle, dit l'une d'elles doucement. C'était une lumière. Nous avons fait don de jouets en sa mémoire. Voir le visage des enfants s'illuminer nous a apporté une étrange paix, celle d'avoir apporté un peu de joie là où elle avait laissé un vide. Mercredi après-midi, notre fils remporta son tournoi d'échecs. Alors qu'il brandissait son trophée, ses yeux balayèrent la foule et je vis le moment où il réalisa que Tyler n'était pas là. Son sourire se ternit légèrement, ce qui me brisa le cœur. « Tyler serait fier de toi », lui dis-je. « Je sais, j'aurais juste aimé qu'il soit là. » Parfois, aimer quelqu'un, c'est accepter qu'on ne puisse pas être dans sa vie comme on le voudrait, dit Sarah doucement. Mais ça ne rend pas cet amour moins réel. Le jeudi, une nouvelle confrontation éclata. La mère de Melissa, absente lors de l'incident à la piscine, débarqua au travail de Sarah. Il fallut l'intervention de la sécurité pour la faire sortir, après qu'elle eut hurlé sur Sarah en l'accusant d'avoir détruit la famille avec des mensonges. Elle a carrément dit que nous avions tout inventé, raconta Sarah ce soir-là. Que Melissa ne dirait jamais une chose aussi horrible, malgré les nombreux témoins. Apparemment, nous avons tous été manipulés, ou soudoyés, ou quelque chose du genre. La gymnastique mentale était impressionnante. Le vendredi fut silencieux, trop silencieux. Le calme avant la tempête. On connaissait leur tactique maintenant. Quand ils étaient pris en faute, ils se retiraient, se regroupaient, puis attaquaient sous un autre angle. Le samedi matin, le nouvel angle se révéla. Un huissier frappa à notre porte et me remit une enveloppe. Derek et Melissa nous poursuivaient en justice pour diffamation, préjudice moral et aliénation d'affection familiale. « Ils nous poursuivent ?» dit Sarah, abasourdie en lisant les papiers. « Pour avoir dit la vérité ? Quelle vérité ?» soupirai-je, feuilletant la plainte. Ils disent que la vidéo publiée par Madame Patterson a, selon eux, terni la réputation de Melissa et provoqué sa dépression post-partum. Sa réputation, elle l'a détruite toute seule, répliqua Sarah. Nous avons passé le week-end à consulter des avocats, à rassembler les preuves, à préparer une bataille que nous n'avions jamais souhaitée. Les discussions dans le groupe familial explosèrent. Certains soutenaient Derek et Melissa, estimant que nous étions allés trop loin, d'autres se disaient choqués qu'ils aient impliqué la justice dans des affaires de famille. Kate appela dimanche soir. Maman est hors d'elle. Elle menace de témoigner en votre faveur, de raconter tout ce que Melissa a dit au fil des années. Elle ferait ça? Elle est furieuse. Elle a dit que si Derek veut jouer à ce petit jeu, elle a une longue liste de témoins capables d'attester de la méchanceté de Melissa depuis 10 ans. Lundi, nous rencontrâmes notre avocate, une femme vive nommée Catherine, spécialisée dans les litiges familiaux. Elle examina tout, les vidéos, les messages, les documents que Sarah avait soigneusement conservés. Ils n'ont aucun dossier, déclara Catherine sans détour. La vérité est une défense absolue contre la diffamation. Et plusieurs témoins ont entendu exactement ce qu'elle a dit à propos de votre fille. En réalité, vous auriez même matière à porter plainte pour harcèlement. Nous ne voulons pas poursuivre qui que ce soit, dit Sarah. Nous voulons juste qu'on nous laisse tranquilles. Parfois, la meilleure défense, c'est l'attaque, répondit Catherine. Mais c'est à vous de voir. Le courrier de mardi apporta des lettres de membres de la famille. Certaines pleines de soutien, d'autres non. L'oncle Jim écrivit qu'il désapprouvait la plainte, mais pensait que nous aurions dû gérer ça discrètement. Tante Linda, en revanche, envoya une longue lettre relatant tous les propos cruels de Melissa à son encontre au fil des années, se disant prête à témoigner. Ça déchire toute la famille, dit Sarah en lisant les lettres. Elle l'était déjà, répondis-je. Cette histoire ne fait que révéler les fissures. Mercredi, nos enfants revinrent de l'école avec des questions. Apparemment, Tyler avait été retiré de toutes les activités partagées avec nos enfants. Club d'échecs, équipe de sciences, tout ce qui pouvait permettre un contact. « Pourquoi on ne peut plus voir Tyler ?» demanda notre fille. « On a fait quelque chose de mal ?» « Non, ma chérie. Parfois, les adultes prennent des décisions qui blessent les enfants, même si les enfants n'ont rien fait de mal. C'est idiot, dit-elle avec la clarté implacable des enfants. Oui, approuva Sarah. Ça l'est. Jeudi apporta un rebondissement inattendu. Derek se présenta seul, l'air épuisé. J'hésitais à ouvrir, mais quelque chose dans son regard me retint. Je ne suis pas là pour me disputer, dit-il vite. J'ai juste besoin de parler. Parle, je t'en prie. Contre mon instinct, je sortis sur le porche, fermant la porte derrière moi. Vous nous poursuivez en justice, Derek. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ce n'était pas mon idée. C'est celle de Melissa, ou plutôt de sa mère. Elles sont convaincues que vous essayez de détruire notre famille. On essaie de protéger la nôtre. Il s'effondra contre la rambarde. Tyler ne me parle plus. Il dit que je suis un lâche, que je n'ai pas su tenir tête à sa mère. Mon propre fils pense que je suis un lâche. Et il a tort. Le silence s'installa. Derek baissa les yeux, mais ne nia pas. Je sais que ce qu'elle a dit était horrible, admit-il enfin. Je l'ai su dès que les mots ont franchi ses lèvres. Mais c'est ma femme, la mère de mes enfants. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Protéger les victimes, pas l'agresseur. Dire la vérité au lieu de couvrir un mensonge. Choisir ce qui est juste, même si c'est difficile. Tu crois que c'est facile? Lança-t-il amèrement. Mon mariage s'effondre. Mon fils me déteste. Ma mère ne me parle presque plus. Le bébé pleure tout le temps,
et Melissa est de plus en plus en colère. « Ce n'est pas notre faute, Derek. »« Je sais, » dit-il. Et pour la première fois depuis la piscine, il ressemblait de nouveau à mon frère. « Je sais que rien de tout ça n'est de votre faute. La mort d'Emma, ce n'était pas votre faute. Ce que Melissa a dit non plus. Ne pas avoir eu le courage de l'arrêter, ça, c'est ma responsabilité. Alors retire la plainte. » « Je ne peux pas. C'est la mère de Melissa qui a engagé l'avocat. Si je me retire maintenant, quoi ? Melissa sera en colère ? Elle l'est déjà. Ton mariage est en péril. C'est déjà le cas. Tu devras choisir entre ta femme et ton intégrité. Ce choix, tu l'as fait à la piscine. » Il repartit sans un mot, mais je le vis rester 10 minutes dans sa voiture avant de démarrer. Sarah avait tout observé depuis la fenêtre. « Tu crois qu'il fera ce qu'il faut ? » ?»« Non, dis-je honnêtement. Mais au moins il sait ce qu'il faut faire. C'est déjà plus que ce que j'attendais. Vendredi, notre avocate nous appela. Ils veulent un accord. Abandonner la plainte contre un engagement de non-contact mutuel. On ne leur parle déjà plus, fit remarquer Sarah. Cet accord rendrait cela officiel et juridiquement contraignant. Aucun contact direct ou indirect, y compris via les réseaux sociaux. Toute infraction entraînerait des sanctions. Et les enfants ? Tyler ? L'accord inclurait les mineurs jusqu'à leur majorité. Sarah et moi en discutâmes longuement. Cela ressemblait à une défaite. Légaliser un éloignement que leur cruauté avait déjà imposé. Mais c'était aussi une protection, un bouclier officiel. Emma aurait voulu qu'on soit en sécurité, dit Sarah, même si ça veut dire qu'elle ne reverra jamais ses cousins. Samedi, nous signâmes les papiers. C'était fini. La famille qui s'était réunie à chaque fête, chaque anniversaire, chaque moment important, était désormais légalement séparée. Notre avocate nous dit que ces accords ne tiennent que si les deux parties les respectent, mais nous savions qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Certains ponts, une fois brûlés, laissent trop de cendres pour être reconstruits. Dimanche, c'était l'anniversaire d'Emma. Elle aurait eu 5 ans. Nous sommes allés en famille sur sa tombe, apportant ses fleurs préférées et des jouets à donner ensuite à l'hôpital. Nos enfants avaient écrit des lettres, qu'ils lurent d'une voix tremblante mais solide. « J'ai eu un A à mon projet de science », lut notre cadet. « Tu l'aurais aimé. C'était sur les papillons. J'ai gagné le tournoi d'échecs », ajouta notre aîné. « J'ai utilisé le coup que tu appelais « la danse du petit cheval ». J'ai fait un dessin, dit notre plus jeune en posant une toile colorée contre la pierre. C'est notre famille, et toi t'es le soleil, parce que tu nous regardes de là-haut. Sarah et moi nous étreignîmes tandis que nos enfants parlaient à leurs sœurs, partageant leur vie, leur amour, leur mémoire. C'était déchirant, mais aussi apaisant. En rentrant, notre fils demanda « Vous croyez qu'Emma sait tout ce qui s'est passé ?»« Je crois qu'elle sait qu'on a protégé son souvenir, » répondit Sarah. « Que quand quelqu'un a essayé de l'utiliser contre nous, on a dit non, et c'est ça qui compte. Et on a découvert qui nous aimait vraiment, » ajouta notre fille, avec cette sagesse que seuls les enfants possèdent parfois. Les gens qui sont restés. Le lundi matin reprit son cours habituel. Repas scolaire, email professionnel, la routine malgré les documents juridiques qui officialisaient notre rupture familiale. Mais quelque chose avait changé. L'angoisse constante de l'attaque suivante avait disparu. L'accord légal, froid et impersonnel qu'il fut, nous avait offert une forme de clôture. « C'est vraiment fini », dit Sarah en regardant les enfants monter dans le bus scolaire. « Le conflit est fini », rectifiai-je. Le chagrin, la reconstruction, la guérison, ça continue. Mais désormais, sans qu'il vienne compliquer les choses. Sans qu'il rende les choses plus difficiles, répéta-t-elle en hochant la tête. Mon téléphone vibra. Un message de Kate. Maman organisait un petit Noël avec les membres de la famille qui avaient choisi l'amour plutôt que la cruauté. Marie serait présente, ainsi que quelques cousins qui nous avaient soutenus en silence. La famille que nous reconstruisions sur les cendres de celle que nous avions perdue. En me rendant au travail, je pensais à la lettre de Tyler, rangée dans le tiroir de mon bureau, à l'instant d'honnêteté de Derek sur notre porche, aux hurlements de la mère de Melissa dans le bureau de Sarah, à notre mère qui avait enfin trouvé le courage de se dresser contre l'injustice, trop tard pour éviter la douleur, mais pas trop tard pour prévenir de nouveaux dégâts. Certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Parfois, le véritable dénouement heureux, c'est la séparation. Ce sont les limites qu'on fixe pour protéger les plus vulnérables contre la cruauté. Parfois, la famille ne se définit pas par le sang, ni par la loi, ni par l'obligation, mais par ceux qui sont là, quand être là demande du courage. Ce soir-là, nous avons dîné chez les Patterson. Madame Patterson était devenue une alliée inattendue, sa présence chaleureuse de grand-mère apaisant nos enfants privés de leur famille élargie. Nous avons ri à ces histoires, observé nos enfants jouer avec ses petits-enfants, et je réalisais que nous ne faisions pas que survivre sans notre famille de sang. Nous prospérions. « Tu sais quoi ?» dit Sarah sur le chemin du retour, alors que nos enfants couraient devant nous. « Je crois qu'on va s'en sortir. »« Oui », répondis-je en lui prenant la main. « On va vraiment s'en sortir. » 6 mois plus tard, notre avocate nous informa que Derek et Melissa avaient divorcé. Les détails étaient sordides. Bataille pour la garde, nouvelle procédure judiciaire. Tyler, par l'intermédiaire de la conseillère scolaire, nous fit savoir qu'il souhaitait nous écrire dès qu'il aurait 18 ans. Nous avons conservé ce message, promesse d'un futur où les enfants pourraient enfin choisir eux-mêmes leur famille. Notre groupe de soutien était devenu une seconde famille. Nos enfants s'épanouissaient, libérés des critiques constantes. Sarah et moi étions plus soudés que jamais, unis par une douleur commune, mais surtout par un courage partagé.
Nous avions appris que perdre sa famille, parfois, permet de trouver son véritable entourage. Que protéger ses enfants passe aussi par leur apprendre que l'amour a des limites. Que honorer les morts signifie parfois s'opposer aux vivants. Le souvenir d'Emma vivait en nous, non plus comme une arme pointée contre nous, mais comme une lumière guidant notre chemin. Elle nous montrait qui méritait vraiment de faire partie de notre avenir. Et au fond, c'était là le plus grand cadeau qu'elle pouvait nous laisser. Cette clarté, celle de comprendre que la famille, ce n'est pas ceux à qui l'on est lié, mais ceux qui vous traitent avec bonté, respect et amour.